Bonjour et bienvenue au premier épisode du Déprogrammeur. Je suis là pour vous aider à trouver les outils nécessaires pour vous déprogrammer et que vous soyez en mesure d'aider vos proches à faire de même. Depuis notre jeune enfance, nous avons été sujets à une forte programmation mentale de la part du système dans lequel nous avons évolué. Ce système de croyances illusoires a été instauré dès votre jeune enfance par votre contexte familial, socio-culturel, politique et bien entendu scolaire. L'enfant est pris en charge à un jeune âge, il est enlevé à ses parents et intégré dans un cadre scolaire. Ce cadre est seulement là que pour vous former à être un bon citoyen prêt au travail et à la vie en société. Une fois l'éducation terminée, l'humain se retrouve dans un autre système, celui du marché du travail. Ce système consiste à lui faire croire qu'il doit donner tout son temps contre de l'argent afin d'accumuler des richesses et des biens matériels qu'il pourra profiter. Bien qu'il a de plus en plus de biens matériels et de richesses, il se rend bien compte qu'il a de moins en moins de temps pour lui et que son temps sur cette terre est compté. On lui fait donc miroiter qu'il pourra profiter de tout cela à sa retraite. Une fois son travail pour le système terminé, l'individu se retrouve finalement dans son dernier système, celui de la vieillesse et de la mort. Nous pouvons qualifier ce système de matrice. Une matrice illusoire qui ne sert qu'à vous tenir occupé pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir à votre vie sur cette terre et qu'est-ce que cette expérience signifie vraiment. Si vous passez toute votre vie à vivre avec certaines valeurs et opinions qu'on vous a inculquées, vous êtes en quelque sorte formaté de cette façon. Comme on programme un ordinateur, votre cerveau est programmé depuis que vous êtes arrivé sur cette terre. Vous êtes sous hypnose contextuelle et systémique par la matrice illusoire. L'état hypnotique de la désillusion est très puissant. Essayer de sortir quelqu'un de cette situation peut être très difficile, voire même impossible chez certains. Étudions premièrement l'allégorie de la caverne de Platon pour comprendre cette situation. La caverne représente l'ignorance de l'homme. Ainsi, celui qui ne sait pas est comme enfermé dans un monde qu'il croit être le vrai monde. En réalité, nous dit Platon, il n'a pas accès à la connaissance réelle, mais seulement à une connaissance biaisée. Or, il prend cette connaissance illusoire pour la réalité. Telle est la condition de l'ignorant qui pense que ce qu'on lui dit est vrai. Platon dénonce ici la croyance en la parole des politiques ou des sophistes qui manipulent leur auditoire. En notre époque, nous retrouvons à leur place les médias, les politiciens, les experts et les influenceurs. Dans cette allégorie de la caverne, l'apprentissage est symboliquement représenté par le moment où l'un des prisonniers est détaché et conduit vers la sortie. Il quitte alors un monde fait de lueur et d'ombre pour un monde réel éclairé par le soleil. Cette image est hautement symbolique puisqu'elle associe l'accès au vrai à la liberté. C'est l'accès à la connaissance du monde réel qui rend l'homme libre. La liberté ne peut être liberté qu'à partir du moment où le sujet a accès à une forme de savoir. Avant, elle n'est qu'illusion de liberté. Celui qui n'a vu que le faux ne peut donc accéder à la vérité et à la réalité de lui-même car, nous l'avons vu, sa réalité n'est autre que ce qu'il a vu depuis sa naissance. Ce n'est que et seulement que lorsque le prisonnier est sorti de la caverne qu'il peut prendre conscience que qu'est-ce qu'est la réalité. Mais pour briser les chaînes, sortir de la caverne et voir la lumière, une épreuve nous attend, et cette épreuve se nomme la dissonance cognitive.
La théorie de la dissonance cognitive, figurant aujourd'hui parmi les théories majeures de la psychologie sociale, naît au milieu des années 1950 à travers les travaux menés par le psychologue américain Léon Festiger et ses collègues de Stanford. La dissonance cognitive est une théorie selon laquelle une personne qui se trouve confrontée simultanément à des informations, opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement et qui sont incompatibles entre elles, ressent un état de tension désagréable. Cette tension est liée au fait qu'il est plus difficile pour un individu de corriger des idées acquises depuis longtemps que d'apprendre des idées nouvelles pour lesquelles il ne dispose pas encore d'un modèle ou d'un système de représentation. Les croyances qui sont partagées par une communauté deviennent des vérités qui ne peuvent être remises en question et ne peuvent donc plus être discutées. Lorsque des faits vont à l'encontre de ces croyances, il est contre-productif et même parfois risqué de les combattre directement. La réaction peut même être violente. Précisons que Festiger considère la dissonance comme un état motivationnel, c'est-à-dire qu'il le compare à l'état de la faim, de la soif ou du sommeil. Autrement dit, plus un individu ressentira de la dissonance, plus il aura le besoin de l'atténuer et de la diminuer. Pour rétablir un sentiment d'équilibre cognitif interne, il lui faudra faire ou trouver quelque chose qui lui permettra de se sentir mieux. Dans un contexte marketing, la dissonance cognitive est une situation d'inconfort psychologique ou mental que peut ressentir le consommateur à l'égard d'un achat ou d'une publicité. Dans le cadre d'un achat, le phénomène de dissonance peut se traduire par une forme de regret ou même de rancœur vis-à-vis de la marque et du vendeur. Cela peut avoir des conséquences en termes de fidélité ou de réputation. Dans un contexte publicitaire, lorsqu'un message publicitaire va à l'encontre des convictions et des comportements de l'individu, celui-ci évite le message, ne le mémorise pas, le modifie ou remet en cause la fiabilité des arguments publicitaires. La dissonance cognitive peut aussi naître de tensions entre notre identité individuelle et notre identité sociale. Cela survient quand nous sommes confrontés à des injonctions paradoxales. Cette mise en balance d'exigences personnelles et d'attendus sociaux va aussi prendre la forme de ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Exemple, je travaille pour le système de santé qui me donne un salaire, mais je me sens très mal à l'aise avec certaines de ses activités ou certaines pratiques à l'égard de mes patients que je ne peux pas cautionner. J'ai donc ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Pour réduire les effets de cette dissonance cognitive, l'individu va avoir recours à un ou plusieurs modes de réduction. Le premier mode de réduction est le changement de comportement problématique. Exemple, je n'aime pas ce que j'entends et vois parce que cela cause de la dissonance cognitive, eh bien je cesse simplement d'écouter et de voir. Les gens que vous allez confronter face à la situation ne voudront pas entendre vos arguments ni les voir. La dissonance cognitive est malheureusement trop forte pour eux. Le deuxième mode de réduction sera à ajouter à son système de croyances des données qui seraient consistantes avec son comportement. La personne qui écoute seulement les médias officiels pourra se conforter dans son illusion. L'individu pourra aussi conforter son illusion en recherchant un entourage social, être au contact de gens qui vont partager ses convictions, ses croyances, ses cognitions et donc éviter les avis contraires. Un autre exemple sera d'utiliser la trivialisation, c'est-à-dire un mécanisme qui permet de diminuer l'importance perçue de la non-consistance des cognitions.
Dans ce cas, la personne pourra se dire que le système est fait comme ça, que l'on ne peut pas rien changer et que l'on va tous mourir un jour de toute façon. Dans cette technique de post-rationalisation, on ajoute donc des cognitions supplémentaires à notre système de pensée pour apaiser notre esprit tourmenté. Finalement, l'individu peut faire un déni de la nouvelle information dissonante. Dans ce cas-là, on peut dire que l'individu va simplement nier la véracité des nouvelles cognitions. L'individu confronté va simplement discréditer et rejeter du revers de la main l'opposition présentée. Pour conclure, les croyances qui sont partagées par une communauté deviennent des vérités qui ne peuvent être remises en question et ne peuvent donc plus être discutées. Lorsque des faits vont à l'encontre de ces croyances, il est contre-productif et même parfois risqué de les combattre directement. Il est plus efficace d'engager un dialogue permettant un questionnement, puis une prise de conscience, que de provoquer sciemment une dissonance cognitive chez un interlocuteur. La situation présente de notre monde illusoire est très grave. L'hypnose de masse est d'une puissance, coordination et niveau d'expertise inégalés. Vous pouvez maintenant mieux comprendre et percevoir les effets de la dissonance cognitive chez vos amis, collègues et proches. Confrontés aux informations que vous voulez leur transmettre, ils risquent de vous ridiculiser, vous renier et même d'agir avec violence contre vous. Ne vous en faites pas, car ils ne sont que des victimes du contrôle mental et de ce que nous pouvons maintenant appeler la dissonance cognitive. Je suis le déprogrammeur et je vous dis à la prochaine.